mécanique SAM, les clutches et les abacs, feuilles d'enregistrement, vignettes d'enregistrement, les transparents et le pistolet, le support crânien, la deuxième partie du support crânien et le mandibulographe, et puis la table de montage et les différents éléments d'enregistrement. Donc on va commencer par choisir le clutch mandibulaire, adapté à la taille de l'arcade du patient. On ferme. Parfait, bien centré dans le plan sagittal médian. Et comme on va le solidariser aux dents du maxillaire inférieur à l'aide de plâtre, on va créer à l'aide de cire dans le clutch quelques lignes de fracture pour pouvoir le déposer plus facilement à la fin de l'enregistrement. Donc c'est du plâtre à empreinte Snow White. Voilà, on centre bien. On va retrouver les indentations dans la cire. Pendant que ça prend, on va pouvoir mettre le support crânien en place. On va mettre sur ce support crânien les drapeaux de centrage qui comportent un embout intra-auriculaire, ici en bleu, et une douille de centrage qui est censée représenter l'émergence de l'axe charnière. Les supports Vertex qui vont aider à stabiliser le support crânien. On n'oublie pas sur l'appui nasal de mettre une protection soit en silicone, soit avec des compresses. C'est l'endroit le plus sensible pour le patient. Il y a des points de repère sur le bord supérieur de la barre qui permettent de bien positionner les drapeaux quand on est amené à les déplacer. Voilà, on veille dans la mesure du possible à bien le symétriser. Et on est aidé en ça par l'échelle graduée qui est sur la partie supérieure de la barre antérieure et qui va nous permettre de, voilà, on est à peu près symétrique. C'est pas non plus à un dixième de millimètre près. On met en place les supports d'appui Vertex, l'appui mastoïdien, voilà, juste en appui sans excès. Normalement, cet axiographe, les gens de chez SAM l'utilisent en position assise. Nous, au DU, on préfère l'utiliser en position couchée parce que c'est les positions les plus pratiques pour manipuler les patients en relation centrée. C'est une position aussi plus détendue. Voilà, et on finit de fixer le support crânien avec le caoutchouc. On va utiliser maintenant le mandibulographe qui sera fixé à l'arcade mandibulaire par l'intermédiaire du clutch. Avant de le mettre en place, on n'oublie pas de remettre à zéro les barres d'enregistrement et régler l'horizontalité de la barre par rapport à la base du support. Ensuite, il y a deux jauges de centrage qui viennent se positionner au bout des bras, qu'il faut mettre bien embuté, bien libérer l'ensemble, de façon à ce que tout soit libre de toute contrainte. On va venir engager les jauges dans les repères sur les drapeaux. Voilà, il faut que les jauges soient bien embutées contre les drapeaux de chaque côté. Et à ce moment-là, il va falloir rester bien en contact sur le voilà, paralléliser de façon à ce que les éléments soient à la fois bien parallèles entre eux et perpendiculaires entre eux. On stabilise le clutch, les bras d'enregistrement. Ensuite, on enlève les jauges qui ont servi à la fois à régler l'orthogonalité du système et la distance d'enregistrement requise par rapport au bras. On dépose les drapeaux de repérage. Ces drapeaux d'enregistrement, ils ont été préalablement légèrement vaselinés de façon à ce qu'on puisse décoller les vignettes ensuite sans les déchirer. On utilise le livre de centrage grise qui comporte un stylet coulissant sur lequel il y a une petite marque de repérage.
Cette marque doit être juste tangente à la partie postérieure du stylet pour donner l'écartement exact par rapport au drapeau d'enregistrement. La douille est positionnée bien à fond dans son logement et stabilisée avec la vis de serrage. On vient à ce moment-là faire coulisser le stylet jusqu'à affleurer le drapeau. À l'aide de petits mouvements d'ouverture-fermeture dans l'espace de rotation, on observe le déplacement de l'aiguille et sa localisation par rapport à l'axe charnière réel. Là, on voit qu'elle se déplace en arrière et en bas. Pour rejoindre l'axe charnière, il faut donc l'avancer et la remonter. Voilà. C'est donc le point d'émergence de l'axe charnière matérialisé sur le drapeau qui va être le point de départ de nos enregistrements. On dépose le livre de repérage et on va utiliser le stylet traceur qui comporte une partie coulissante. Voilà, on vient le mettre bien embuté contre le support toujours. On le tient délicatement pour vérifier voilà, la coïncidence avec l'axe charnière. Voilà, on est bien dessus. Ouvre grand, grand et ferme. On va observer tout de suite le mouvement où on part de la position de référence, qui est le point foncé ici. Mouvement d'ouverture, fermeture. Bien sûr, on revient rarement à la position de référence, mais ça arrive quelquefois. On a une bonne réitération du mouvement, les deux tracés sont superposés de façon tout à fait correcte. Le deuxième tracé, ça va être une propulsion. Voilà, très bien. On ne fait qu'un trajet de propulsion, on ne fait pas le trajet de retour. Revient. Le trajet de propulsion, on ne le voit pas très bien, mais il est légèrement au-dessus du trajet d'ouverture, fermeture. Et il y a une bonne concordance dans les 10 premiers millimètres de déplacement, ce qui est considéré comme le tracé d'une articulation saine. On va faire une latéralité gauche. Hop, là, bouge pas. Le trajet de latéralité gauche, qui est bien régulier, assez ample et assez bien coordonné aussi dans les 10 premiers millimètres avec la propulsion. Un petit peu moins avec l'ouverture-fermeture. On va maintenant enregistrer le déplacement médial du condyle non travaillant. Donc on utilise une petite vignette de protection qu'on va positionner sur l'enregistrement avec le point de départ de l'enregistrement sur le trait supérieur et en faisant coïncider sur les 10 premiers millimètres de déplacement le tracé de la propulsion sur cette échelle-là. On utilise un comparateur qui est gradué au centre sur la demi-lune en millimètres et sur sa circonférence en centièmes. 180 au point 0, 200, 220. Pour chaque millimètre de déplacement sur l'échelle graduée, 240, on va lire une valeur 250, sur le comparateur qui nous donnera 260, le déplacement interne du condyle non travaillant. 265, 270, 280, 285, 300. Là, pour que notre enregistrement ait de la valeur, il nous manque une chose, un plan de référence qui est le plan axio-orbitaire. Le plan axio-orbitaire, c'est le plan qui passe par le point d'émergence de l'axe charnière et par le point sous-orbitaire. Donc on utilise le pointeau sous-orbitaire qui est démontable pour éviter de blesser les yeux du patient. Voilà le point le plus déclive de l'orbite à l'aplomb de la pupille. Il faut le faire très prudemment. Et on enlève tout de suite le pointeau. Voilà pourquoi il est démontable. Voilà. On va pouvoir maintenant démonter le support crânien en veillant à ne pas desserrer les barres latérales pour conserver la distance interdrapeau. Ou si on ne peut pas faire autrement, il faut la mesurer auparavant. Et on va tout de suite
sur le patient, prendre les points de repère pour pouvoir plus tard, si on le souhaite, faire un montage en axe charnière réel. Voilà, ça va nous donner 3 mesures. On est positionné sur l'axe charnière réel, on va le marquer tout de suite. À partir de ce stade-là, on peut libérer notre patient qui va être content. Voilà. Donc là, je vais avoir la position du point sous-orbitaire donnée par la verticalité par rapport à la pupille. Centre de la pupille, 16 mm. Et la distance par rapport à l'aile du nez. Donc là, on est à 14 mm. Et pour le point d'émergence, sur la ligne milieu du tragus, angle externe de l'œil, je vais mesurer la position du point d'émergence sur mon patient. 7 mm et 4 mm. Ça me permettra la prochaine fois, lorsque je voudrais faire un montage en axe réel, de reporter ces points de repère immédiatement. On mesure bien sûr de chaque côté. Et le plan axio-orbitaire, il est donné par ce point-là et le point d'émergence ici, qu'il va falloir reporter sur le drapeau. Alors on utilise ce dispositif que je mets tangent au point sous-orbitaire. Donc ça veut dire que le point sous-orbitaire est là, toute cette ligne-là est dans le même plan que le point sous-orbitaire droit de mon patient. Donc là je suis sur le point sous-orbitaire et là sur le point d'émergence de l'axe charnière. Donc je trace mon plan axio-orbitaire, qui est le plan de référence de l'enregistrement. Et avant de décoller les vignettes d'enregistrement pour les positionner sur la charte graphique, il faut mesurer la distance interdrapeau. Dans ce cas-là, donc sur la face externe des barres, elle est de 176 mm. Voilà, et à partir de ce moment-là, on peut positionner nos drapeaux. Les mesures prises avec le comparateur ont été retranscrites sur la charte graphique. À partir de ces mesures, on calcule la valeur du Δn qui représente le déplacement transversal du condyle orbitant. Ce déplacement transversal se fait avec un angle à chaque millimètre de déplacement que nous allons calculer maintenant. L'angle de déplacement va être calculé à l'aide des abacs réalisés par Sam. Il y en a 4, elles sont rapportées chacune à la distance interdrapeau. Dans le cas qui nous intéresse, nous choisissons l'abac 160. Qui est la plus proche de notre mesure interdrapeau, qui était de 176 mm. Cet abac comporte une échelle horizontale en millimètres qui correspond à la vignette collée sur l'enregistrement, et une échelle verticale de Δn qui correspond au Δn que nous avons calculé. Nous mesurerons l'angle de déplacement à l'intersection du déplacement et du Δn correspondant. Pour notre patient, au premier millimètre, nous avons un Δn de 0,20. Premier millimètre de déplacement, Δn de 0,20. À l'intersection, nous lisons 13,8 degrés. Deuxième millimètre, Δn 0,40. À l'intersection, nous lisons 13,7 degrés. Au troisième millimètre, nous avons un Δn de 0,55 qui se situe donc entre 0,5 et 0,6.
À l'intersection, nous lisons 11,5 degrés et 13,7 degrés. La moyenne arithmétique simple nous donne 12,5 degrés d'angulation. Et ainsi de suite pour toutes les mesures enregistrées. La charte graphique comporte une échelle horizontale agrandie 10 fois, qui représente le déplacement transversal du condyle orbitant. Nous allons à la fois reporter le déplacement transversal et l'angle de déplacement, l'angle de Bennett. L'angle de Bennett mesuré est tracé sur la charte grâce au rapporteur prévu à cet effet. Au premier millimètre, le condyle orbitant se déplace de 2/10 avec un angle de Bennett de 13,8 degrés. Les 2/10 de déplacement sont représentés par 2 mm ici, et l'angle de Bennett se mesure sur le rapporteur 11, 12, 13, 13,8 donc environ ici, à peu près ici, intersection avec 2/10 de déplacement ici. Deuxième millimètre, donc 0,4 avec la même angulation, 2, 3, 4 ici, 6, voilà. Voici donc le tracé horizontal du trajet du condyle orbitant à l'aide du pistolet fourni par Sam qui sert à tracer des courbes. On va tracer le déplacement du condyle non travaillant en prenant garde à inclure le maximum de points et surtout ceux du départ du mouvement, bien entendu. L'ensemble des mesures prises vont nous permettre de programmer l'articulateur et de l'individualiser aux caractéristiques du patient en commençant par le choix des boîtiers. Il y en a 3 dans le système SAM qui correspondent chacun à une convexité différente du toit. Elle sera choisie à partir du tracé réalisé. On vient superposer le gabarit des courbures sur l'échelle graduée à 10 mm et on voit que c'est la convexité numéro 2 qui affleure le mieux le tracé du patient. Le choix de l'aile de Bennett se fait à l'aide du transparent fourni par Sam. Il y a différentes couleurs qui correspondent aux ailes de Bennett, qui ont chacune une forme plus ou moins incurvée en fonction du mouvement observé. Nous devons choisir l'aile qui va englober le plus grand nombre de points en privilégiant le début du tracé et en donnant, si nécessaire, une angulation à cette aile. Nous allons choisir l'aile verte qui englobe au plus près les points du début du tracé et lui donner une angulation qui permettra de prendre en compte la totalité du tracé. Ici, nous lisons 6 degrés sur le rapporteur. Voilà les différents inserts qui correspondent aux formes données par le transparent. Ils sont plus ou moins incurvés en fonction de la couleur. Il nous reste à mesurer la pente condylienne. On vient placer l'origine du rapporteur sur le point d'émergence de l'axe charnière. On fait correspondre la base du rapporteur au plan axio-orbitaire. Voilà. Et on lit à 10 mm de déplacement la pente condylienne moyenne qui est ici à 45 degrés. Nous avons donc maintenant tous les paramètres de programmation pour ce patient. Un boîtier condylien numéro 2, une aile de Bennett verte, un angle de Bennett de 6 degrés et une pente condylienne mesurée à 45 degrés. L'axiographie est un examen paraclinique simple, peu invasif, réalisé en peu de temps, qui donne de nombreux renseignements. Elle peut être utilisée au moment de l'examen clinique pour infirmer ou confirmer des hypothèses diagnostiques, mais également dans le suivi d'une rééducation fonctionnelle.
Enfin, elle sert à la programmation de l'articulateur.